Interview BO par Benoît Basirico. Je suis avec Émile Sornin, compositeur de L'Englouti, premier long métrage de Louise Hémon. Déjà, comment la rencontre s'est faite? Louise, ça fait un moment qu'on se connaît puisque j'ai déjà travaillé sur des documentaires qu'elle avait réalisés et aussi, elle fait de la mise en scène au théâtre et j'avais fait un peu de musique pour elle aussi sur, des spectacles et donc ouais, voilà, ça fait à peu près, ouais, une petite dizaine d'années qu'on travaille déjà ensemble sur divers projets donc ouais, j'étais hyper fier qu'elle vienne me chercher pour son premier long métrage. Donc l'histoire du film, en fait, c'est l'arrivée d'une jeune fille qui a un certain savoir, qui connaît Mmh. la langue, dans un hameau Ouais, isolé des Hautes-Alpes. ouais. Donc il y a cette idée de l'arrivée comme ça, à la fin du 19e siècle en plus. Et donc elle vient apporter un Mmh. savoir un peu dans un endroit qui lui est un peu hostile. Et on Mmh. pense un peu au western dans ce voyage, dans l'entrée d'un territoire hostile. Musicalement, on ressent un peu cette idée du western. Est-ce que c'était une intention dès le départ? C'est marrant parce que j'ai pas le souvenir qu'on ait eu des discussions de musique de western avec Louise. On a très vite parlé de Ennio Morricone parce qu'on est tous les 2 fans absolus du maestro. Et donc vous aviez comme référence Morricone, mais sans forcément parler de ses westerns à lui? Non, pas du tout. Je lui ai parlé d'une BO qui me fascine depuis des années, d'ailleurs, il serait temps que je voie le film parce que j'ai j'ai jamais vu le film, mais c'est un film érotique, de 73 qui s'appelle Quando l'amore è sensualità. C'est un film qui du coup, c'est pas du tout un western, hein, mais il y a déjà tous les codes de Morricone, les espèces de chants scandés comme ça, les chœurs, les petites percussions, les clochettes. J'ai un peu proposé à Louise qu'on s'inspire et qu'on parte un peu avec cette référence en commun. Et qu'est-ce qui reste alors dans la composition ou l'instrumentation de ce titre de référence? On a cherché plein de directions, hein. On s'est mis d'accord à un moment donné sur cette BO parce qu'elle nous plaisait tous les 2. Mais je lui ai proposé plein d'autres trucs. Mais donc ça, c'est tous les instruments qui ont été utilisés, et ce truc de, chant scandé, féminin. Alors des fois, c'est ma voix que je mélange avec une chanteuse qui s'appelle Mathilde Bresch, qui fait aussi un peu de violon sur la BO. Toutes ces espèces de chants scandés qui baignent dans la reverb, ça, c'est très morriconien et notamment, cette BO, de film érotique, quoi. On vous a connu Mmh. avec Forever Pavot. Est-ce que le travail Mmh. vocal justement, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau? Moi, j'ai toujours du mal à me considérer comme chanteur, donc je me considère plus comme un compositeur et ce travail-là, typé de cette manière-là, je l'avais jamais vraiment fait. Je dois avoir un ou 2 morceaux où il y a cet esprit un peu de chant scandé, mais c'est pas tellement, je l'avais pas fait comme ça. Non, c'était plutôt nouveau et ce type de musique-là, pour cette BO-là, a été assez nouveau et très excitant pour moi parce que je suis parti, en fait, l'instrument, qui nous a fascinés assez rapidement avec Louise, c'était évidemment la vielle à roue. J'ai fait appel, à un luthier, Léo Morel, qui est dans l'est de la France, qui fabrique des instruments un peu bizarres et notamment des instruments qui s'inspirent de la vielle à roue. Et donc un instrument qui s'appelle la boîte à bourdon, que j'ai beaucoup utilisé, et quand on a trouvé cette direction avec Louis, ça nous a beaucoup plu. L'instrument qui nous a vraiment, mis tous les 2 d'accord, c'était cet instrument de la boîte à bourdon. La vielle à roue, voilà, c'était aussi l'idée de convoquer le 19e siècle, hein, cet instrument un peu Bien ancien. sûr. Et en quoi aussi la musique, le travail a été aussi fait de traduire l'isolement du personnage, hein, cette solitude? Bah oui, il y a cette solitude du personnage, mais aussi finalement ce hameau, Mmh. il est, encerclé par, la montagne, par la neige, il y a personne autour, donc il y a un truc un peu claustrophobe qu'elle voulait, exprimer, et en même temps un truc un peu paradoxal qui est cette espèce d'immensité des montagnes. Ça, moi, me parut judicieux d'utiliser justement des, traitements, sur les voix et sur les instruments, via des trucs très réverbérés qui donnent de l'amplitude comme ça, et fait écho à l'immensité de la montagne, et en même temps, des petits instruments qui font écho à cette musique traditionnelle, de la fin du 19e et du début du 20e, et donc je reviens encore à cet instrument
de la boîte à bourdon qui est un instrument où on frotte des cordes et donc il y a un truc aussi qui fait un parallèle, moi je trouve, au froid, au vent, qu'on peut ressentir dans le film, cette espèce de pression aussi, qu'on peut avoir avec les bruitages du vent et cette neige et donc ces instruments-là, ils vont dans cette continuité-là. C'est des instruments qui grincent, qui frottent, qui soufflent. On voulait vraiment ramener ça, ce côté-là traditionnel et aussi un côté un peu plus expérimental. J'allais dire noise dans l'expérimentation des sons pour que ce soit quelque chose d'un peu aussi tendu, voire tordu dans la matière sonore, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a le côté folklorique dans la mesure où ce hameau a son propre dialecte et la musique Mmh, traduit finalement cette communauté à travers des mmh, sonorités singulières. Et puis, comme vous venez de le dire, il y a cette idée de sonore de la musique, se marier au oui, vent, se marier à la neige, et ça exactement. passe par la flûte, qui est comme un souffle, et puis les ondes marteneaux. Louise est fascinée autant que moi par cet instrument des ondes Martenot, qui est donc un vieil instrument français, très ancien et qui est utilisé beaucoup dans la musique classique, un petit peu dans la pop dans les années 60-70, mais qui est un peu désuet aujourd'hui et qui est un truc qui, moi, je trouve aujourd'hui a une sonorité assez intemporelle et qui, pareil, est baigné dans des reverbs, mais aussi des diffuseurs, que j'utilise moi qui sont des comme des gongs dans lesquels on injecte la musique et qui résonnent, de manière un peu aléatoire en fonction des fréquences et qui créent comme ça des espèces d'échos un peu bizarres. Louise connaissait bien et moi je trouvais que j'avais très envie de mélanger donc cette boîte à bourdons, les flûtes, ces petits chants scandés avec cet instrument-là qui peut être très aigu ou alors très, très grave, donc qui permet de faire des drones pour créer des tensions, mais qui peut aussi, reproduire presque le son d'un violon dans les aigus et qui pareil donc intemporel, mais qui ramène quelque chose d'un peu, moi je trouve un peu terrorisant parfois, un peu tordu comme ça qui allait bien avec l'atmosphère du film, quoi. On vous a entendu chez Monia Chokri, Baby-Sitter et puis, Mmh, Simple comme Sylvain. Là, on voit qu'on est vraiment mmh, dans un autre univers, un univers plus climatique, atmosphérique, comme on vient de le dire. Est-ce que la mmh. collaboration était elle aussi différente? Les 2 films que j'ai fait avec Monia étaient quand même plus proches de ma musique en fait, que ce que j'ai fait pour, Louise là sur L'Englouti. Sur Baby-Sitter et Simple comme Sylvain, il y avait vraiment une direction 60s, années 70, BO de films, françaises et italiennes, donc ça c'était vraiment notre direction et qui est assez proche de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant avec Forever Pavot, mon groupe de musique. Et là, le choix de Louise, c'était de partir voilà, de musique traditionnelle et donc quelque chose de très différent, donc pas du tout connoté, années 60-70. Donc déjà là, il y avait une grosse différence pour moi, un challenge et aussi un côté très excitant parce que je voulais essayer d'utiliser ces instruments, que j'aurais très peu l'occasion d'utiliser, dans ma musique ou même dans d'autres BO, j'imagine. De toute façon, tous les films sont différents, tous les réalisateurs sont différents, donc oui, c'était très différent, dans le sens où Louise, on travaille ensemble depuis plus longtemps, on est plus proches, ça a été un petit peu plus long. J'ai reçu le scénario, 1 an avant que ça qu'ils aillent tourner, donc je lui ai fait des propositions en amont, beaucoup plus tôt. Je lui ai fait beaucoup plus de propositions différentes. Moi, je voulais qu'on ait le temps de chercher justement la direction, l'instrumentation. Avec, Monia, c'était plus direct, elle savait directement ce qu'elle voulait, quelle couleur. Sur l'Anglouti, c'était différent parce que Louise et moi, tous les 2, on cherchait, on savait pas encore où est-ce qu'on voulait Mmh. aller, dans quelle direction, donc non, assez ouais, vraiment un travail complètement différent. La musique n'est pas, une illustration, de ce qui est filmé, en fait. Elle est un véritable personnage et quand elle surgit, la Mmh. musique, elle existe vraiment comme un personnage. Donc ça, c'est, vraiment, le la réalisatrice a pu accueillir volontiers cette place-là de premier plan et ça se joue en termes de placement. C'est-à-dire qu'au début du Mmh. film, la musique intervient, comme un vrai personnage, mais plutôt que de se fondre dans le titre, en Mmh. l'englouti qui apparaît, elle s'arrête avant. Donc en fait, Ouais. les entrées et les sorties de musique ne rentrent pas dans des correspondances à l'image, elles sont vraiment autonomes. C'est marrant que tu en parles parce que ça, c'est,
C'est un truc sur lequel Louise est hyper pointilleux, à l'image près, à la seconde près, elle sait où est-ce que ça veut que ça commence et où est-ce qu'elle veut que ça se termine. Et moi, parfois, notamment, j'étais assez étonné quand on voit le personnage de Lazare, donc de l'institutrice qui sort de sa maison et qui descend dans la neige juste Mmh. avant le titrage de l'englouti. Et ce truc-là, j'arrivais pas à le comprendre. Elle m'a dit, je veux que tu arrêtes un tout petit peu avant en fait, il y a un moment où elle trébuche. Elle me disait, je veux vraiment que ça s'arrête 4 images avant qu'elle trébuche parce que je veux entendre son petit râle au moment où elle tombe. Et tout ça, c'est, ouais, je crois que une dizaine de secondes avant que le titrage s'arrête. Et je disais, mais t'es certain? Parce que je trouve que c'est un peu bizarre. Il y a quand même du temps assez long entre la fin de la musique et le titrage. Et je trouvais ça étrange. Et en fait, c'est son rythme à elle. Elle sait très bien où elle veut aller. Donc, ouais, c'est marrant que tu parles de ce truc-là parce que j'étais très sceptique sur ce plan-là parce que je comprenais pas pourquoi elle voulait qu'on arrête la musique à ce moment-là et je trouvais que c'était long. Et elle me disait: «Non, non, mais il faut que ça respire, je veux qu'on entende le vent, je veux qu'on entende le petit râle du personnage qui tombe par terre et je veux laisser un peu de temps avant que le titrage arrive» et j'arrivais pas à le comprendre. Et maintenant avec, du recul évidemment, c'est son rythme à elle, elle sait où elle va quoi, Louise, il y a pas de doute. Et elle ne se prive pas de laisser après le silence, de laisser le son, de la nature. Et c'est un film avec beaucoup de non-dits. Quand elle va rencontrer une petite communauté, notamment quelques garçons avec des jeux de regard, de Mmh. séduction, tout cela se passe de mots. Et j'ai l'impression que la musique, elle est là aussi pour, faire exister leur voix qui se tait. Honnêtement, moi, je me rends pas bien compte. J'ai bien conscience d'amener des thèmes et des thèmes notamment qui sont déclinés, et donc comme un personnage qui reviendrait, mais quand je le compose, je n'intellectualise pas du tout ces trucs-là. Je pense que c'est vraiment Louise qui me guide et qui m'emmène dans ces directions-là. Quand je compose, j'improvise en écoutant les images, en me projetant un peu, mais ce truc-là de la narration via la musique, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. La première inspiration, est-ce que c'est ce personnage? C'était vraiment ça qui a guidé la partition? Ou alors c'est les paysages, c'est l'image? Je crois que c'est l'ambiance, les paysages, c'est les premières choses que j'ai vues en fait. Quand j'ai lu le scénario, je suis tombé dedans et je voyais toute l'ambiance. C'était tellement bien décrit. Je voyais le côté, heu vraiment l'immensité des montagnes, le froid, le vent, le côté aussi boueux de cette neige. Je voyais le côté un peu crasseux et tout ça et donc tout ça m'a vachement inspiré en amont, pour lui proposer quelques thèmes et après évidemment les images, mais c'était tellement bien décrit, je connais tellement bien, aussi Louise que je savais où dans plus ou moins dans quelle direction elle allait aller. Je savais que ça allait être très contemplatif comme ça avec des justement comme elle vient du documentaire, je connais un peu sa manière de choisir ses cadres et tout ça, et du coup j'avais déjà une image de mais oui, c'est clairement l'ambiance et la nature, le décor qui m'a le plus inspiré, je pense, plus que directement les situations et les personnages. Alors évidemment, je m'inspire et puis je travaille avec les images, donc évidemment, ça fait partie. Mais je crois que le premier truc, en tout cas, c'était vraiment l'ambiance de ces plans larges avec ces montagnes et cette neige, quoi. Et on entend dans le film une chanson originale, Des que l'ombra ven d'Arriba, c'est de l'occitan. Alors Louise Hémon a écrit les paroles et comment Ouais. ce travail a été fait? Je crois qu'elle m'a écrit les paroles et moi j'ai composé la mélodie. Donc je lui ai composé vraiment une petite mélodie au piano comme ça. J'ai essayé de m'inspirer de pareil encore une fois de thèmes un peu musique traditionnelle de cette époque-là, comme une petite comptine avec un peu de, tristesse dans le thème parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui était lié, au décès des personnages dans le film et donc à cette tradition qu'ont les personnages du village de chanter ce petit chant. Je lui ai fait une proposition, c'est le premier truc qu'elle a entendu, qu'elle a gardé, Mmh. ça a été fait en amont parce qu'il fallait qu'il danse sur le rythme et en plus il y avait 2-3 moments de synchro où on voit, la petite fille jouer du violon. Et il y a un moment un peu hallucinatoire, un peu tripant, on est en transe. Ça a été, très long aussi à mettre en place parce que je lui ai d'abord, fait une première proposition de musique de fête comme ça et le montage, Louise me parlait elle voulait que ça soit de plus en plus, cacophonique, que ça devienne, vraiment complètement zinzin, au plus la fête avance. Donc il y a eu toute cette partie crescendo, à la fin où il tourne en rond. Mais il y a aussi une Mmh. question climatique, c'est-à-dire qu'on ressent le froid, il y a une dimension Ouais. glaciale, mais il y a aussi le chaud avec le Mmh. feu qu'on fait brûler. Est-ce que le chaud et Ouais. le froid, évidemment, sont des choses un peu qui peuvent inspirer un compositeur? Oui, oui, bien sûr. Pour moi, il fait tout le temps froid dans ce film, Mmh. même si, parfois justement elle prend des bains et tout ça, il y a quand même ce qui prend le dessus sur tout, c'est ce côté,
sombre, glacial et vraiment ces instruments-là, je reparle encore de la reverb et de ces instruments, de cordes frottées, ils nous emmènent dans cette direction-là, quoi, dans le côté du souffle, enfin, quand on entend ces cordes frottées, il y a cette espèce de souffle qu'on entend qui nous rappelle la brise, ou même l'avalanche. Moi, j'utilise le nom de Marteneau aussi dans le bas, quand ça gronde comme ça, ouais, c'est climatique. Il y a tout un travail de matière sonore dans le sens où je patine le son via, des bandes magnétiques aussi. Ça aussi, ça ramène pas mal d'ambiance dans le film. Je voulais pas que ce soit trop vintage, mais je voulais utiliser quand même la bande pour faire pleurer les instruments, pour qu'il y ait une vibration comme ça, intéressante. Ça marche notamment hyper bien avec les instruments de percussion, les triangles, les petites clochettes, ça, quand ça passe dans la bande, ça devient hanté. Il y a vraiment un truc, ça transforme les instruments, je trouve. Et dans quelle mesure aussi la musique va accompagner le parcours intérieur de l'institutrice? Elle fait un vrai parcours, elle va rencontrer voilà, une évolution psychologique, une confrontation avec son désir, jusqu'à s'en divulgacher, on peut dire voilà, l'enfermement en quelque sorte, ce parcours comme ça, des grands paysages, jusqu'à l'ostratisation dans un lieu clos. Est-ce que la Mmh. musique va accompagner ce cheminement? Oui, il y a un peu de ça. Il y a un truc quand même un peu crescendo avec ce thème qu'on entend, assez rapidement dès le début. C'est quelque chose qui monte un peu en pression. En fait, en fonction de l'arrangement aussi, pour moi, le climax de la musique, c'est vraiment quand elle se fait enfermer et qu'on a un long travelling arrière qui est très beau et on voit les villageois redescendre dans la vallée et on finit le cadre se termine sur les deux vieilles dames qui sont côte à côte et ce moment-là, c'est là où le thème est le plus arrangé, le plus, massif comme ça, qui prend le plus de place. Donc il y a une espèce de montée crescendo comme ça, jusqu'au moment où elle se fait enfermer, quoi. Il y a une partie des instruments que vous interprétez vous-même, hein, aux côtés de Mathilde Vrech pour la voix et le violon, il y a Arnaud Sèche pour la Ouais, flûte, mais il y a aussi certains instruments exactement, ouais. que vous interprétez vous-même. Ah bah, tout le reste, en fait. C'est ça. C'est-à-dire Mathilde, elle fait du violon et un peu de chant. La flûte, qu'on entend très peu, mais qui est présente quand même, c'est Arnaud Sèche et tout le reste, bah, même les voix, hein, c'est moi, les percussions, c'est moi, Marteneau, boîte à bourdon, tout le reste. J'ai beaucoup travaillé seul sur ce truc-là et Mmh. et à la fin, j'ai appelé 2-3 copains pour ramener un petit peu, notamment sur les chants scandés, je voulais un truc un peu féminin qui fasse écho, à notre personnage principal et aux enfants. Mais sinon, ouais, ouais, tout le reste, c'est vraiment du home studio. Et dans votre pratique, est-ce qu'il y a une Mmh. part de la composition qui émerge de l'interprétation? C'est-à-dire que vous passez par les instruments pour aller chercher de la matière, chercher des couleurs, ou alors tout part de l'écriture, de la partition? J'écris pas de partition. Déjà, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de feeling et beaucoup d'improvisation, en fait. Mmh. Il y a, quelques thèmes que je trouve, que j'écris au piano, donc j'ai une grille d'accords et tout ça et ensuite je vais, expérimenter par-dessus avec plein d'autres instruments et je ne garde plus du tout la grille de piano et la grille de piano me sert juste à trouver, un tempo, des couleurs, à certains moments sur des accords, sur la construction, on va dire, du morceau même. Mais après, souvent, tout disparaît et je rajoute des couches et des couches et des couches. Après, je fais mon petit marché, je trie ce que j'aime le plus et le long marteneau et la boîte à bourdon, c'est des instruments qui sont super justement pour improviser, pour bidouiller, quoi. Et donc finalement, il n'y a pas vraiment l'étape de maquette dans votre travail? C'est-à-dire que vous faites une maquette qui est définitive d'emblée avec l'interprétation? Plus ou moins, oui, ouais, plus ou moins parce que, des fois, je lui fais des propositions, notamment pour les flûtes ou les instruments, que j'enregistre sur mon ordinateur qui sont virtuels et qui ensuite vont être remplacés par des vrais instruments acoustiques. Dans les 3/4 des choses que j'ai proposées à Louise, c'est des trucs, qui sont pour moi définitifs et puis on retouche évidemment après ce qu'il faut, mais c'est oui, c'est donc plus ou moins c'est des maquettes qui ne vont pas évoluer plus que ça, quoi. Mmh. Et ensuite donc quand, il y a des interprètes, de votre musique, ils ont quand même une partition à un moment donné, ou, comment ça se passe? Pas pour ce film-là, non. Non, sur ce film-là, c'est des amis à moi, et en fait, c'est pas des trucs très compliqués. Donc c'est plus, on écoute le morceau,
S'ils veulent prendre des notes, ils prennent des notes et puis ils jouent par-dessus après ou alors ils retiennent, comme là, c'était pas des scores très complexes, par exemple, Monia Chokri, c'était complètement différent. Là, je fais appel, j'écris tout, et ensuite je fais appel à un orchestrateur, on fait jouer des musiciens, qui ont besoin de partitions. Là, pour le coup, c'était plus minimaliste et c'était, ouais, plus, encore une fois, un peu de la bidouille, quoi. Ils viennent au OK. studio, ils écoutent, je teste, Et dans quelle mesure ouais, Louise voilà. Aymon, de par d'ailleurs votre complicité, est présente dans ces étapes-là? Et dans quelle mesure Louise Aymon participe même à influencer l'interprétation finalement de la musique? Ça dépend, mais alors elle ne vient jamais en studio généralement. D'ailleurs, quand je travaille avec les réalisateurs, ils viennent jamais en studio, mais on est toujours en parallèle du montage. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai toujours fait ça en même temps que le montage. Donc en fait, je discute avec, là, en l'occurrence, Louise et Carole, qui est la monteuse, et on discute tous les 3 et je leur renvoie des choses, elles essayent des choses, parfois elles prennent donc ces maquettes, elles font des montages avec. Donc ça contredit un peu ce que je t'ai dit, juste avant, c'est que justement, par exemple, elles utilisent parfois mes maquettes, elles font des montages avec, elles me les renvoient et moi je refais, en fonction du petit collage qu'elles m'ont fait, je recrée, une nouvelle maquette. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle refusait, enfin des choses catégoriques? Au début des premières maquettes que je lui ai faites, il y a des trucs qui allaient pas. Par exemple, je lui avais fait des propositions d'orchestration de flûte traversière avec, 3-4 flûtes, traversières qui jouent en même temps, et puis, bah, ça lui a pas plu, donc elle m'a dit: «Non, non», très vite, elle a on quand je lui ai commencé à lui faire des propositions ondes Martenot et boîte à bourdon, elle a dit: «Non, mais c'est ça, en fait, je veux ça, ça c'est parfait et Mmh. je veux que ce soit fou, je veux que ce soit que ce soit, un peu faux parfois, je veux que ça grince, je veux que». Donc j'ai compris assez rapidement. Mmh. Donc finalement, je suis là après, je savais où aller, Très bien. Eh bien merci Émile Sornin pour L'Englouti donc de Louise Aymon. et ben, merci à vous.